Terre est recouverte par les eaux sur 70% de sa surface. Et l'histoire de la découverte de la Terre par l'homme est en grande partie liée à celle de la mer. Des fragiles embarcations longeant les côtes méditerranéennes, aux majestueux navires s'élançant vers le Nouveau Monde, l'évolution des bateaux et des instruments de navigation a conduit les hommes à repousser sans cesse les frontières des océans. Frédéric Restagno est physicien et chercheur au CNRS. Il va embarquer pour un voyage sur les traces de ses lointains homologues pour découvrir quelles techniques et innovations scientifiques ont permis à l'homme de naviguer toujours plus loin. Alors là, je suis vraiment en train de diriger le bateau de Magellan. Jusqu'à s'affranchir du vent, des vagues. Ah oui, c'est des conditions où on n'aimerait pas être sur le bateau là. Et même de la glace. Frédéric Restagno va observer les technologies de pointe que l'homme a mis des siècles à acquérir. Là, on a un engin qui est capable de descendre jusqu'à 2800 mètres, qui permet de modéliser les environnements sous-marins en 3 dimensions. Moi, je trouve ça vraiment dingue qu'on soit capable, là, encore aujourd'hui, de faire des découvertes aussi majeures, quoi. On a des changements complets de vision du monde. On doit aller voir ce qui se passe sous la mer. La technologie nous apporte cette possibilité d'aller explorer ce nouveau champ qui s'ouvre à l'humanité pour le futur de l'humanité. Une enquête scientifique pour comprendre comment les hommes ont pu, au fil des siècles, construire des navires, défier les tempêtes et plonger dans les abysses pour conquérir les océans. Frédéric Restagno est spécialiste de la mécanique des fluides. Il va appliquer ses connaissances à un domaine encore inédit pour lui, l'exploration des mers. La première étape de son enquête l'emmène à Marseille, sur les traces de l'un des premiers grands peuples de navigateurs, les Grecs. Une simple barque de bois flottant sur les eaux. Comment imaginer que les premiers conquérants de la Méditerranée ont navigué sur de si fragiles esquifs? Au VIe siècle avant Jésus-Christ, des colons venus de Phocée, une cité grecque d'Asie mineure, arrivent par bateau et fondent Massalia. C'est ici qu'a été découverte une épave phocéenne datant des origines de la ville, il y a plus de 2600 ans. Des spécialistes en archéologie expérimentale l'ont reconstruite à l'identique. Monsieur Paumet, on est ici sur un bateau qui est une expérience scientifique, c'est pas n'importe quel bateau. Oui, absolument. On est sur un bateau qui s'appelle le Gyptis, c'est son nom. Et donc, ce bateau a été construit selon les procédés de construction qui étaient en usage à l'époque archaïque. La grande originalité, c'est que c'est un bateau entièrement assemblé par ligature. C'est ce que l'on appelle un bateau cousu. Il faut savoir que la construction d'un bateau comme ça, il y a 5000 heures de charpentier et 3000 heures uniquement de ligature. L'étanchéité, c'est quand même un bateau en bois cousu, on a fait des trous partout. Oui, il y a à peu près 10 000 points de ligature, donc vous voyez le nombre de trous. Et on a une étanchéité générale qui est faite par la pose d'un enduit, qui est un mélange de cire d'abeille et de résine de pin, qui est posé à chaud sur tout l'intérieur de la coque et sur l'extérieur. Construit selon des techniques décrites par Homère pour conter l'épopée d'Ulysse,
Le gyptis est aussi caractéristique du système de propulsion antique. Une voile carrée, une rangée de rames et des gouvernails latéraux de chaque côté du bateau. Là, on a quand même un vrai bel outil pour aller à la conquête du monde connu de l'époque. Alors pas vraiment, là on est dans une barque côtière régionale, 10 mètres, c'est quand même une certaine capacité de charge. Alors on fait de la pêche, on fait du ravitaillement de proximité, on fait du transport de personnes, voilà, c'est la camionnette du coin. En revanche, il y avait d'autres bateaux. Et nous savons par exemple que les colons grecs ont embarqué, nous dit le grand historien grec Hérodote, sur des pentécontors. C'est des grands navires à 50 rameurs qui devaient faire dans les 25-30 mètres de longueur, mais qui étaient vraisemblablement des bateaux cousus, construits selon les mêmes principes que celui-ci. C'est donc sur de longs vaisseaux aux planches cousues que les Phocéens auraient exploré toute la Méditerranée et colonisé Marseille. Un exploit digne de susciter la curiosité de la communauté scientifique. Pierre, vous êtes archéologue naval et donc vous avez reconstruit là en 3D le gyptis sur lequel on était. Oui, exactement. En fait, c'est le modèle 3D qui a servi comme dernière étape avant la construction de la réplique sur laquelle vous venez de naviguer. L'outil numérique permet de mieux comprendre les techniques employées par les charpentiers de marine durant l'Antiquité. Si on regarde plus précisément, effectivement, dans sa construction, on se rend bien compte qu'il y a tous les éléments traditionnels d'un bateau construit en bois. On va avoir une charpente axiale, donc qui est la quille, qui est généralement une petite poutre dans une essence un peu dure, à laquelle on va adjoindre deux éléments, que sont l'étambot qui est à l'arrière et l'étrave qui est à l'avant, qui vont constituer véritablement la colonne vertébrale du bateau. Et c'est à partir de cette colonne vertébrale qu'on va mettre en place les bordées, qui sont des planches qui forment l'extérieur de la coque du bateau, qui est mis en place avant les renforts transversaux. Est-ce qu'à cette époque, tous les bateaux ont des planches cousues ? Alors non, pas tous. Les Phéniciens, par exemple, utilisaient une technique différente, qui est la technique des tenons et mortaises, qui d'ailleurs va être adoptée par les Grecs et par les Romains par la suite. Le principe est de creuser un trou et dans lequel on va venir insérer une petite linguette en bois, donc on appelle un tenon. Et cette petite linguette en bois va être chevillée par la suite afin de maintenir les planches entre elles. Comme dans les meubles à monter soi-même. Exactement. Et en fait, cette technique va permettre aux Grecs de s'affranchir de certaines faiblesses, en tout cas de certains désavantages que présentait la technique de la couture, en permettant notamment le développement de bateaux beaucoup plus grands, avec des formes plus complexes, qui vont avoir une espérance de vie un peu plus longue. Savoir-faire empirique ayant pour effet de rigidifier la coque, ce système d'assemblage va permettre la construction de galères géantes, propulsées par plusieurs rangs de rameurs. Qu'est-ce qu'on avait comme savoir scientifique établi à cette époque ? On a quand même des figures telles qu'Archimède qui développe dans son traité des corps flottants une série de petits problèmes mathématiques qui ont pour objet le bateau. Et ça, c'est la fameuse poussée d'Archimède qui permet de calculer comment un objet flotte à la surface d'un liquide. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, le scientifique grec Archimède établit le principe fondateur de l'hydrostatique. Dans son traité des corps flottants, il explique qu'en raison de la gravité, quand un bateau navigue sur l'eau, son poids l'attire vers le bas. Mais qu'au même moment, la pression de l'eau exerce des forces sur toute la surface immergée de la coque. Il détermine alors une force unique, globalement dirigée du bas vers le haut et opposée au poids du volume d'eau déplacé. C'est la poussée d'Archimède. Pour qu'un navire flotte, il faut que le poids du bateau et cette poussée s'équilibrent. Si on augmente trop le chargement d'un bateau, celui-ci peut dépasser le poids du volume d'eau déplacé par la coque. La poussée d'Archimède est alors insuffisante pour contrer le poids du navire qui coule. Pour éviter le naufrage tout en augmentant le chargement d'un bateau,
Il faut donc augmenter son volume. Durant toute l'Antiquité, le monde connu s'arrête à la Méditerranée. L'océan, redouté, est réputé infranchissable. Pourtant, au IVe siècle avant Jésus-Christ, un scientifique grec originaire de la cité phocéenne, Pythéas, lance une audacieuse expédition maritime. Il passe le détroit de Gibraltar et entre dans l'Atlantique. Fabrice Herbault, écrivain, a mené une véritable enquête sur ce personnage méconnu. Qui était Pythéas, le Marseillais? C'est vraisemblablement le plus ancien explorateur scientifique ayant laissé une trace dans l'histoire. C'est pas forcément le tout premier, mais en tout cas, il nous reste quand même des écrits, c'est ça qui est important. Son but, c'était vraisemblablement de voyager vers le nord le plus loin possible pour voir ce qui se passe dans les zones polaires. Ce qu'on sait, c'est qu'il est parti de Marseille, qu'il a abordé la Bretagne, la Grande-Bretagne. D'ailleurs, c'est un peu le Christophe Colomb de la Grande-Bretagne, puisqu'il a découvert cette grande île. Et ensuite, il a poursuivi son voyage vers le nord. Et là, il a atteint la mer gelée. Il est arrivé dans un endroit où, dit-il, la mer ressemblait à ce qu'on appelait à l'époque la méduse, c'est-à-dire, en fait, quelque chose de visqueux. Donc, les interprètes aujourd'hui pensent qu'il s'agit du début de la banquise. C'est le premier explorateur polaire, si on peut affirmer ça, dans le sens où on sait qu'il a franchi le cercle arctique. Quel outil il avait pour naviguer? Bon, Pythéas était astronome, donc les instruments de navigation étaient dans le ciel. Et un élément essentiel aussi, c'est qu'il a mesuré la latitude de Marseille. Marseille est la première ville au monde à connaître sa latitude avec exactitude, et ça, c'est Pythéas qui l'a apporté. En utilisant la hauteur des étoiles pour se diriger et déterminer sa latitude, le scientifique Pythéas, astronome chevronné, fait figure d'exception. À cette période, l'absence de cartes et de boussoles contraint la plupart des marins à une navigation prudente, de port en port, à vue des côtes. Le transport maritime se développant, les anciens créent des systèmes de signalisation pour rendre la mer moins dangereuse. Frédéric Restagno s'envole pour Ouessant. Située à 20 km au large du Finistère, cette île est l'une des plus à l'ouest de la France. Surnommée l'île Sentinelle, 5 phares l'entourent pour guider les marins le long de sa côte accidentée. Pour comprendre l'importance des phares dans l'essor de la navigation, Frédéric Restagno rejoint un monument historique, le Créache, situé sur un éperon rocheux à la pointe nord-ouest de l'île. Édifiée en 1863, cette sentinelle de pierre possède l'un des feux les plus puissants du monde. Bonjour. Bonjour. Je suis Frédéric. Yolande, médiatrice au musée des phares et balises. Des phares, quand on arrive en avion sur l'île, Oui. on en voit partout à Ouessant. Pourquoi il y en a autant? C'est une route maritime très fréquentée depuis l'Antiquité. 150 à 200 bateaux par jour passent dans la mer d'Iroise, là, pour soit partir de l'Atlantique pour la Manche ou l'inverse. Et vous avez ici de courants très très forts. Et surtout, vous avez peut-être vu, il y a beaucoup d'écueils. La raison pour laquelle on a dû baliser l'île. Ah oui, quand on arrive là, en face, c'est vraiment extraordinaire. Il fait quelle taille, là? Alors, le fût, 54 mètres. Le fût, c'est la partie Le fût, c'est la entre... partie cylindrique jusqu'à la lanterne, jusqu'au créneau, là, vous voyez? On est bien petit, hein? On se sent vraiment petit.
Et des phares, il y en a vraiment depuis quand? Depuis l'Antiquité. Le phare auquel on pense forcément, c'est celui d'Alexandrie, une des 7 merveilles de l'Antiquité, et qui était érigé sur un îlot appelé Pharos. C'est lui qui a donné son nom à tous les autres. C'était une grande tour qui faisait 110 mètres de haut. C'est le premier dont on trouve encore des traces. Une trace. Il a été construit au IIIe siècle avant Jésus-Christ et il a disparu suite à un séisme au XIVe siècle. Comment on est passé du phare de l'Antiquité au phare d'Ouessant, quoi, qui est quand même un phare moderne. Hein. Oui. Plusieurs étapes. Hein. D'abord, Pharos, c'était un feu à ciel ouvert, un brasier, alimenté avec du bois, tout simplement. Ensuite, il y a eu le charbon de bois, puis les lampes à huile, et enfin l'électricité avec la lentille de Fresnel. Je suis physicien, Augustin Fresnel, c'est un grand nom de l'optique. Effectivement. En général, les lentilles de Fresnel que j'ai vues, c'est des toutes petites lentilles. J'imagine que celle-là, elle est plus grande. Grande, oui, si, elle est grande, oui. Elle est plus grande que vous. Hein. On peut, oui. On peut la voir? Ah oui, absolument. Allons-y. Je vous suis. Ah oui. Il y a combien de marches à monter, là? 250. 250? Oui. En tout? En tout. C'est haut quand même, hein? Ah oui. Voilà. Ah ouais. La vue est... Là, il n'y a que nous. La vue est impressionnante, le vent aussi d'ailleurs. Impressionnante. Là, on a Nividic avec ses 2 pylônes. Et là-bas, tout là-bas, la statue de la liberté. L'Amérique. Voilà. Donc, on va monter au dernier étage. Oh, c'est les dernières marches là, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Là, c'est fini après. 249 et 250. Ouf. Et on a la lentille de Fresnel, elle est là. À chaque étage, nous avons 2 lentilles, les mêmes, exactement les mêmes. Derrière chaque lentille se trouve une lampe de 2000 watts. Ça sert à quoi exactement d'avoir une lentille de Fresnel sur un phare comme celui-là? Eh bien, c'est pour augmenter la puissance du phare. En 1821, Augustin Fresnel, physicien français ingénieur à la commission des phares, propose de remplacer les réflecteurs métalliques par des lentilles à échelons. Ces lentilles, dites de Fresnel, sont constituées d'un disque central convexe et d'anneaux concentriques qui jouent le rôle de prisme. À la sortie de la lentille, les rayons lumineux déviés par les anneaux concentriques se trouvent parallèles les uns aux autres et orientés dans la même direction. Ce procédé permet d'éviter la diffusion de la lumière et s'avère si performant que la lentille de Fresnel équipe progressivement tous les phares du monde. Avec une lentille comme ça doit aller super loin. 32 000. Donc le 1000 étant le 1000 marin, 1852 mètres. Ça fait presque 60 km. C'est le plus puissant d'Europe. Le créage est un phare de grand atterrissage. Il n'indique pas une route à suivre, il indique l'Europe. Donc quand vous voyez créage, vous savez que vous arrivez en Europe. Le marin ouessantin, voyant le créage, disait « J'arrive à la maison ». Voilà, on est à la Pointe de Pernes, donc l'endroit le plus à l'ouest de l'île. Donc le plus à l'ouest de la France en quelque sorte. Absolument. Et on oui, le voit. C'est le créage qu'on voit là. En fait, on a 2 rayons groupés blancs toutes les 10 secondes. C'est la signature du phare. C'est la signature du phare du créage. Sans ça, c'est le naufrage assuré. Ah oui, surtout ici. Donc tous ces phares là autour de nous, ça a sauvé des milliers de vies. Ah oui, des milliers de vies, oui. Et ça continue. Notamment grâce aux phares, pendant toute l'Antiquité, l'activité maritime se développe en Méditerranée, mais pas seulement.
Portés par leur désir de conquérir les mers, plusieurs peuples se lancent dans de grandes expéditions. C'est le cas des Vikings. À partir du 8e siècle, une flottille de dracars sème la terreur sur l'Occident. Après l'Europe occidentale, ces navigateurs hors pair explorent l'Atlantique Nord, colonisent l'Islande et le Groenland. En avril 2016, le Draken Harald Harfagr a reproduit leur plus incroyable voyage. Celui qui les conduit en Amérique vers l'an 1000, soit 5 siècles avant Christophe Colomb. Depuis la Norvège, ces Vikings des temps modernes ont traversé l'Atlantique Nord en suivant les routes qu'ont empruntées il y a plus d'un millénaire leurs lointains ancêtres. Au terme d'une traversée mouvementée de presque 6 mois, ils ont atteint leur destination finale, les États-Unis. S'il est aujourd'hui avéré que ce grand peuple de navigateurs a effectué l'une des plus importantes conquêtes maritimes de l'histoire, cet exploit reste inconnu jusqu'au 19e siècle. Au Moyen-Âge, en Occident, la précision scientifique des nouveaux outils de navigation vient s'ajouter à l'expérience des marins. Progressivement, la boussole, puis le compas et l'astrolabe, l'ancêtre du sextant, équipent tous les navires. Dès le XIIIe siècle, une nouvelle image du monde se dessine, grâce aux cartes Portulan, cartes marines nées de l'expansion du commerce, élaborées sur un canevas de rose des vents. Désormais, tous les éléments sont réunis pour permettre aux grands explorateurs, tels Vasco de Gama ou Christophe Colomb, de se lancer à la conquête des océans. Mais avant de partir pour ces longues expéditions vers le Nouveau Monde, il fallait complètement renouveler la conception des navires. Frédéric Restagno gagne Mazagone dans le sud-ouest de l'Espagne. C'est de cette côte bordant l'océan Atlantique qu'ont appareillé la plupart des grands explorateurs, aux commandes de majestueuses caraques et caravelles. Frédéric embarque sur la Nao Victoria, réplique d'un navire de la flotte de Magellan qui, elle aussi, a fait le tour du monde. Son concepteur et constructeur continue de naviguer sur ce bateau légendaire. Il y avait 5 bateaux dans l'expédition de Magellan, et ce navire est le seul à être revenu avec son second, Juan Sebastián Elcano. Ils sont partis à 246 hommes et 18 sont revenus. 18 seulement? C'était très dur. C'est vraiment dur, oui. Ça fait quand même quelque chose d'être sur le bateau de Magellan. Je suis d'accord, c'est une merveille. Bien loin des barques de l'Antiquité, sur la Nao Victoria, les rames ont disparu, laissant place à 4 mâts et près de 300 mètres carrés de voilure. Des voiles indispensables pour propulser cet imposant navire de commerce. Vraiment dans la cabine du capitaine. Allez. J'ai lu que ce bateau, c'était une caraque, c'était pas une caravelle. C'est quoi la différence entre une caraque et une caravelle? Les caravelles sont des bateaux plus petits. Il y avait donc moins d'équipage et moins de cargaison. Il fallait un bateau pour aller au bout du monde et aussi pour en revenir. Et qui devait embarquer beaucoup de marchandises et surtout beaucoup de vivres pour nourrir 48 hommes pendant 2 années dans chaque navire. Quel bateau avait ces capacités? La caravelle était trop petite pour ça. Le plus grand bateau de l'époque, c'était la caraque. C'était le meilleur bateau pour faire le tour du monde, sans aucun doute. Et comment vous avez fait pour trouver comment ce bateau était fabriqué?
À cette époque, pour ce genre de bateau, il n'existait pas de plan. Alors, on a enquêté pendant 3 années dans les archives, dans les bibliothèques, les musées. On a retrouvé des livres du XVIe siècle qui expliquaient très clairement les techniques utilisées. Comment ils construisaient, comment ils assemblaient les pièces en bois et même comment ils coupaient ces pièces de bois. Tout était parfaitement expliqué. Au moment où ils ont commencé à vouloir augmenter la taille des bateaux, il fallait qu'ils soient plus rigides. Il fallait qu'ils puissent résister aux vagues et surtout qu'en cas de forte houle, le bateau ne casse pas. Et ça, c'était impossible sans l'ossature du bateau. La première chose que l'on construisait, c'était cette ossature ici et la quille là. Pour simplifier, chez cette photo, c'est quelle partie? Ça, c'est la quille, c'est la colonne vertébrale du bateau. Et sur cette colonne, on mettait toute l'ossature. C'est exactement comme pour nous, non? Si. Une fois ce squelette construit, ils commençaient à clouer les planches du bordé de haut en bas avec des clous en fer. Puis ils mettaient cette autre pièce qui s'appelle une traverse. Avec cet assemblage, on a une structure très rigide. Il y a d'autres évolutions sur ce bateau? Le gouvernail latéral était inconfortable et très difficile à manier parce que la mer frappait très fort sur un seul point d'appui. Et c'était très difficile à manœuvrer. En remplaçant le gouvernail latéral par le gouvernail des tambours, on a gagné en efficacité et en maniabilité. L'invention du gouvernail d'étambot, solidement fixé à la poupe du bateau, révolutionne la construction navale. La taille du safran, sa partie immergée, peut alors s'adapter au volume du navire. Bonjour, je suis Frédéric. Bonjour, Manolo Mouroué. Encantado. Vous êtes en train de diriger le navire, mais vous n'avez pas de roue? Je pensais qu'il y avait une roue sur les bateaux pour diriger le navire. Non, la barre de levier, c'est ce que l'on utilisait avant la roue. C'était une invention révolutionnaire parce qu'avant, les timoniers étaient dans la cale du bateau pour avoir accès directement à la barre. C'est cette barre de levier qui est reliée directement au timon central, dans la cale, et qui dirige le gouvernail d'étambot. Quand tu diriges le bateau et que tu veux aller à bâbord, tu tires la barre à bâbord. D'accord. Donc c'est dans la même direction. Si je veux aller... Oui, la même direction. À gauche, c'est par là. Et à droite, à tribord, c'est par là. Okay. Et c'est difficile? Non. C'est un peu dur si le temps est mauvais, mais aujourd'hui ça va. Je peux essayer? Ok. Alors là, je suis vraiment en train de diriger le bateau de Magellan. C'est plus dur quand c'est moi, hein? Oui. Ah, c'est vraiment impressionnant. Et aujourd'hui, c'est assez facile. Car en cas de gros temps, pour tenir la barre, il faut 2 personnes. Allez, un poil de plus à bâbord. On a là un grand timonier. Et ça, c'est vraiment la révolution, parce qu'on voit bien que sur un bateau comme ça, on ne peut pas avoir une petite rame sur le côté. Quand on a voulu charger plus de marchandises sur le bateau, il fallait beaucoup plus de capacité de charge, donc une cale beaucoup plus grande. Mais au fond de la cale, le timonier ne pouvait pas voir le compas, alors qu'ici, il pouvait le faire et en même temps, il pouvait surveiller parfaitement les voiles et l'horizon. Et avec ça, vous avez fait le tour du monde, vous? Oui. C'est incroyable. Non, mais ce n'est pas incroyable. Aujourd'hui, on a de l'électronique et des prévisions météorologiques. Elcano et Magellan n'avaient rien de tout ça. Oui.
En 1519, à Séville, la flotte de Magellan lève l'ancre pour découvrir la route occidentale vers les Moluques, îles aux épices situées dans l'actuelle Indonésie. L'expédition traverse l'Atlantique jusqu'au Brésil, longe l'Amérique du Sud et découvre enfin un passage vers le Pacifique, le fameux détroit de Magellan. Mais Magellan, finalement, lui, il n'a jamais su que la Terre était ronde. Il est mort en route. Magellan a connu le voyage par le détroit qui porte aujourd'hui son nom. Mais effectivement, il a raté la dernière partie du voyage et c'est donc son second, Elcano, qui l'a terminé. Oui, c'est Elcano qui a finalement fini le travail commencé par Magellan. Magellan est tué aux Philippines. C'est donc Juan Sebastián Elcano qui boucle le premier tour du monde de l'histoire. Après 3 ans de voyage, son retour à Séville apporte la preuve formelle de la rotondité de la Terre. L'ère des grandes découvertes ouvre une autre période, celle des compétitions pour l'exploitation des richesses. Les nations parcourent le monde pour ouvrir de nouvelles voies commerciales et s'affrontent pour conquérir les océans. La Renaissance consacre le galion, puis les frégates, navires de guerre arborant plusieurs rangées de canons. Mais la course à la supériorité navale et l'augmentation progressive de la taille des navires s'accompagnent d'un nombre croissant de naufrages. Les vaisseaux souffrent bien souvent d'un manque de stabilité dû à une mauvaise répartition des charges. L'exemple le plus frappant est le naufrage du Vasa en 1668. Commandé par le roi de Suède pour être le bateau le plus puissant jamais mis à flot, il sombre dès la première rafale de vent, à peine sorti du port de Stockholm. À la fin du XVIIe siècle, il devient urgent de travailler sur la stabilité des navires. Pierre Bouguer, mathématicien et physicien français, publie la solution dans le traité du navire, première synthèse d'architecture navale. Cet ouvrage apporte le complément indispensable au principe d'Archimède pour calculer scientifiquement la stabilité d'un bateau. Lorsqu'un bateau prend la mer, il subit du roulis. On dit qu'il gîte, à cause des vagues ou du vent dans les voiles. Quand le navire penche, la modification du volume d'eau déplacé par la coque entraîne une variation du centre de poussée d'Archimède. La connaissance de la position du centre de poussée et les progrès des mathématiques ont permis à Pierre Bouguer de calculer précisément la position du métacentre. Il permet de prédire la stabilité d'un bateau. Si trop de poids est placé en hauteur d'un navire et que le centre de gravité passe au-dessus du métacentre, le bateau devient instable et chavire. En revanche, si le centre de gravité du navire est situé au-dessous du métacentre, celui-ci peut reprendre sa position initiale à l'équilibre. Au XIXe siècle, de plus en plus nombreux, les cargos à voile sillonnent les océans avec un calcul très précis de leur chargement. C'est le cas d'un monument historique, le Belém. Ce 3-mâts barque est le dernier voilier de commerce français encore navigant. Le Belém est né il y a 120 ans à Nantes. C'est un cargo à voile et servait à ramener le sucre, le cacao et le rhum depuis le Brésil et les Antilles. En fait, on s'est rendu compte au XIXe siècle que c'était vraiment important de savoir placer le métacentre du bateau au meilleur endroit. Comment on faisait sur celui-là? Afin de pallier au manque de marchandises, car les bateaux partaient à vide depuis Nantes, on prenait du lest. Alors à l'époque, le lest, c'était du granit, et ce lest était débarqué à l'arrivée à Montevideo. Et d'ailleurs, la ville de Montevideo s'est construite en partie grâce au lest du Belém. Et combien de kilos de lest il faut pour un bateau comme celui-ci? Alors actuellement, nous avons lesté, nous, le navire à 400 kilos pour 800 tonnes. C'est petit, non, par rapport au poids du bateau? C'est une toute petite partie du poids du bateau, mais bien mis dans les fonds du navire, il joue énormément sur la stabilité du navire. Si à l'époque, le Belém embarquait jusqu'à 675 tonnes de marchandises, aujourd'hui, l'un des derniers témoignages de l'âge d'or de la voile est un navire-école. Son gréement complexe sert d'entraînement à l'équipage, comme va pouvoir l'expérimenter Frédéric Restagno, physicien devenu apprenti matelot.
Allez, les 3 étages envoyés en synchro. Ah ouais, c'est lourd. Ah. Allez. Donc là, on vient établir 2 étages de voiles d'étai. Les voiles d'étai, ce sont des voiles d'axe, latine ou aurique. Et celles-là, elles servent plutôt à faire de la vitesse? Non, elles servent plutôt... Elles aident plus à la tenue du cap du navire. En fait, nos voiles propulsives majeures qui vont vraiment pousser le navire, ça va être les voiles carrées qui sont portées sur les vergues. Donc les vergues, ce sont ces tiges horizontales là? C'est ça, en fait, il va y avoir 2 types de vergues. Ce qu'on appelle les vergues fixes, les 2 premières, les vergues basses sont fixes, et les 3 dernières vergues qu'on appelle des vergues volantes. D'accord. Et par rapport à la stabilité qui était notre question, leur mouvement des vergues, ça aide? Eh bien, l'intérêt de pouvoir avoir des vergues volantes, c'est qu'un homme tout seul pouvait rapidement amener de la toile, diminuer la voilure dans le haut, afin de rabaisser le centre de gravité des voiles. Ça permettait d'augmenter la stabilité du navire. On peut descendre la grand voile? Vous allez me suivre, il y a le matelot qui va vous assurer. C'est parti. Allez. Sous les ordres du commandant JB, Frédéric prend part aux manœuvres pour retrouver les gestes des gabiers, les matelots chargés de libérer les voiles. Décaplé, en sécurité. Il grimpe sur le grand mât qui culmine à 34 mètres de hauteur. Il y en a qui vient l'aider un petit peu pour le dévers. Bon Frédéric, ça va? Ouais, plus ou moins quand même, hein. Tu vas venir ici avec moi? Ouais. Ok. Donc Fred, actuellement on est sur la vergue volante. Donc cette partie, cette vergue, on va la hisser tout à l'heure et après on établira la voile. Donc les petits nœuds qu'il y a là, bah, oui. vous allez les défaire et puis la voile elle va se retrouver en feston et elle sera pas réenvoyée. Je vous laisse commencer par celui-là. Allez, je fais celui-là. Plus loin. Hop. Ça y est, c'est dérabanté, au moins pour celui-là. Voilà. Sur votre droite, il y en a encore un. Bon, alors quand on a de l'expérience, on fait ça en combien de temps? Dérabanter complètement une voile, commandant? On peut compter le temps de monter, le temps de redescendre, il faudrait 7 minutes à 8 minutes. Ah oui, c'est quand même très rapide, quoi. C'est assez rapide, il suffit juste de défaire les nœuds. Bon Frédéric, maintenant on va descendre. Ok. Bon bah je suis assez content de redescendre en vrai. Allez, on me suit. Il faut en moyenne 1 heure de travail pour établir la totalité de la voilure d'une surface de 1200 mètres carrés. Ce qui différencie ce bateau de ce qu'il y avait avant, c'est quand même que la voile est fragmentée en plusieurs pièces. Le Belém, c'est 21 voiles, donc on peut vraiment fragmenter notre jeu de voile et déterminer quelle voile on envoie ou pas selon les conditions. Certes, on a un 3-mâts, mais on a une coque en métal. Alors oui, les gens sont plutôt surpris. Le Belém porte une coque en métal. Il faut savoir qu'on est en plein dans le boom de la construction métallique en 1896 et les coques métal ont un énorme avantage par rapport aux coques bois sur plein de domaines. Par exemple, le fait de pouvoir avoir un navire plus solide, étant donné qu'une coque métal aura la capacité à se déchirer et pas se démantibuler comme vont avoir sur une coque bois. On a aussi un rapport longueur-largeur beaucoup plus important sur une coque métal, ce qui permet d'avoir des navires beaucoup plus longs qui vont donc plus rapides sur l'eau. Donc on a ici un véritable navire de transition entre deux époques. On a un bateau de transition, mais la vapeur prenant son essor feront que la plupart de ces grands voiliers, patrimoine de l'histoire maritime, seront arrêtés après la guerre. Le Belém peut atteindre la vitesse maximale de 12 nœuds, soit environ 22 km/h.
Au début du XXe siècle, il traverse l'Atlantique en plus d'1 mois. Grâce à la vapeur, ce temps de trajet est divisé par 2. La révolution industrielle déclenche une course à la performance. Après la machine à vapeur, les constructeurs mettent au point des moteurs diesel, de plus en plus puissants. Mais la vitesse a ses limites. Les navires se heurtent à la résistance de l'eau. Pour concevoir des bateaux plus rapides, au début du XXe siècle, William Froude, père de l'hydrodynamique expérimentale, développe une méthode de test basée sur une maquette tractée dans une grande étendue d'eau. L'un des premiers bassins d'essai des Carènes voit le jour. Frédéric Restagno, spécialiste de la mécanique des fluides, se rend en Normandie, à Val-de-Reuil. Ici, la DGA, Direction Générale de l'Armement, élabore les programmes navals pour la Marine nationale. Alors qu'est-ce que vous essayez? Alors on essaye des maquettes de navires qui représentent le comportement de navires au réel. Qu'est-ce qui permet d'être sûr qu'on va pouvoir transposer les mesures d'une petite échelle à une grande échelle? C'est basé sur les lois de l'hydrodynamique qui présentent des propriétés de similitude, c'est-à-dire qu'on peut extrapoler un certain nombre de phénomènes entre ce qui se passe à petite échelle et ce qui se passe au réel. Alors on va se diriger vers le bassin. Il est suffisamment grand pour que vous puissiez le voir. C'est ça votre manip? Il fait quelle taille là, le bassin exactement? Le bassin fait 540 mètres de long, 14 mètres de large et 7 mètres de profondeur. Ça fait combien de volume d'eau là? 70 000 mètres cubes. Ah ouais, 700 000 baignoires. C'est ça, il faut 3 semaines pour remplir le bassin, mais on le fait pas souvent. Et ça se commande d'ici? Et ça se commande du pupitre. Voilà, donc ici on est dans le pupitre de commande de la plateforme d'essai. Elle est très grande cette plateforme. Oui, elle peut accueillir des maquettes jusqu'à 15 mètres de longueur. Elle fait 120 tonnes pour éviter les phénomènes de vibration qui pourraient nuire à la qualité des mesures et des essais. Donc la maquette, elle est... Ah oui, on la voit ici maintenant. L'équipe met à l'épreuve la maquette d'une future frégate à l'échelle 1/20e pour tester sa propulsion. Pourquoi c'est si important de réaliser des essais comme cela? Une fois que le navire est à la mer, on a très peu de moyens de corriger ses caractéristiques. On ne pourra pas, si le navire ne fait pas sa vitesse, il ne sera pas possible de changer sa motorisation ou la forme de la coque. Donc il faut faire des choix très tôt et il ne faut pas se tromper. On lance un essai? On va lancer l'essai. On peut lancer la manip, s'il vous plaît, Thierry? On va partir pour 27 nœuds. C'est parti. Là, c'est une sirène pour des raisons de sécurité? Absolument, pour prévenir les personnels que la plateforme va démarrer. Oui, parce que 120 tonnes... On va se la prendre dans les dents. Ouais. Ah oui, on sent l'accélération. Donc là, on est en phase d'accélération. Et puis la plateforme va atteindre sa vitesse nominale, donc de 10 km/h. 10 km/h, c'est fait pour représenter une vitesse réelle? Ça représente 50 km/h sur le navire au réel, soit 27 nœuds. La plateforme géante tracte la maquette sur plus de 500 mètres. Ce test permet de mesurer les forces exercées sur la coque. Là, on voit bien les formes de la vague à l'avant de la maquette. Donc effectivement, le navire, en avançant, il doit chasser l'eau qui se trouve devant lui. Donc c'est ce qui génère les vagues d'étrave. Et donc c'est une des causes de résistance à l'avancement, donc ce qui empêche le navire d'avancer. Et les autres causes, c'est? Alors il y a une autre cause qu'on appelle la résistance visqueuse et qui est liée en fait au glissement des couches d'eau les unes sur les autres. Et alors comment on peut diminuer ces frottements de l'eau sur la coque du navire? Alors c'est effectivement tout l'enjeu de ce type d'essai.
On peut le faire d'abord en diminuant la surface de contact du navire avec le milieu aqueux. Et puis on peut travailler sur la forme du navire. Donc avoir une étrave plus fine ou alors travailler sur le bulbe d'étrave. C'est l'excroissance que l'on voit sur la proue du navire et qui permet de générer une petite vague en amont de l'étrave en elle-même qui vient en fait diminuer la résistance de vagues. D'accord, donc c'est la combinaison d'une forme la plus allongée possible et de ce bulbe d'étrave qui, a priori, fait qu'on a les bateaux les plus efficaces possibles. C'est ça. Là, on a vu un essai de propulsion, mais évidemment, on va regarder d'autres comportements de la carène, notamment son comportement sur la houle. Alors voilà, ici on se trouve dans un moyen d'essai qui s'appelle la cuve à houle. Cette houle, vous la fabriquez comment? C'est fabriqué par un système de volets, donc qui se trouve à une extrémité du bassin. Un peu comme une piscine à vagues un peu perfectionnée. Un petit peu, oui. Mais là, on n'aura pas l'occasion d'aller se baigner. L'essai qu'on va lancer va simuler un état de mer 4, donc avec des vagues qui font à peu près 2,50 m de hauteur. On voit les premières vagues arriver. On va y arriver. Donc là, il s'agit d'une frégate. Donc une frégate doit pouvoir accueillir des hélicoptères pour des états de mer relativement importants. Ce que l'on vérifie, c'est qu'il n'y a pas de phénomène de résonance. C'est-à-dire que la houle qui est régulière ne va pas engendrer des mouvements incontrôlables sur le navire, qui seraient de nature à le faire chavirer au pire, ou bien à rendre impossible toute activité à bord du navire. Et vous pouvez générer des vagues encore plus grandes. Enfin, on imagine toujours des choses catastrophiques qui peuvent arriver. Alors sur effectivement, le moyen permet de générer des conditions de mer un petit peu exceptionnelles. Par exemple, des vagues qui vont aller jusqu'à 12 mètres de hauteur. Avec 4 étages, c'est vraiment énorme. 4 étages, c'est énorme, oui. Ces petites vagues de petite longueur d'onde vont assez peu vite par rapport à d'autres vagues de plus grande longueur d'onde qui sont générées maintenant et qui viennent rattraper les petites vagues du départ. Ah, c'est l'accumulation. Voilà. Ah oui, c'est des conditions où on n'aimerait pas être sur le bateau. Là. Non, là effectivement, on n'aimerait pas être sur le bateau. Ça veut dire que vous êtes capable de fabriquer des coques de bateaux qui sont insubmersibles? Alors, probablement pas, mais on peut en fait livrer à la Marine nationale des navires qui vont répondre à un besoin bien déterminé et selon des critères de sécurité que l'on maîtrisera. Grâce au bassin d'essai des Carènes, les ingénieurs ont pu dessiner des bateaux de plus en plus performants, capables de s'affranchir des vagues. Mais l'homme avait encore un combat à mener pour maîtriser la totalité des eaux du globe. La conquête des pôles. Après les premières expéditions scientifiques de Peary et Amundsen, Arctique et Antarctique font l'objet de toutes les convoitises. Pour le commerce, des routes pérennes sont ouvertes à travers les océans gelés. Frédéric Crestagno s'envole pour Kemi, en Laponie finlandaise, tout près du cercle arctique. Cette petite ville portuaire se trouve à l'extrême nord de la Baltique, dans le golfe de Botnie. Les eaux de cette langue de mer longue de 725 km sont prises par les glaces la moitié de l'année. C'est ici qu'est amarré le Sampo, un imposant brise-glace long de 75 mètres.
En service depuis les années 60, ce navire était autrefois remorqueur de bateaux prisonniers des glaces. Aujourd'hui, il sillonne la mer gelée lors de croisières polaires. Quand nous allons partir, nous ferons un demi-tour par ici et nous ferons cap au sud pour la croisière polaire. Et on commencera à casser de la glace juste là. Quelles doivent être les caractéristiques de la coque pour lui permettre de résister à la pression énorme de la glace? Notre coque est renforcée comparée aux cargos normaux. Les bateaux classiques sont faits de plaques d'acier entre 10 et 20 mm d'épaisseur. Pour le brise-glace, c'est 32 mm, donc c'est beaucoup plus épais. Et puis, normalement, chaque ossature d'un cargo est espacée d'environ 60 cm. Sur le Sampo, cette distance est divisée par 2. Donc en fait, nous avons une double ossature. En plus de sa coque renforcée, le Sampo est équipé d'un puissant moteur qui lui permet d'affronter les étendues gelées. Comment déployer assez de puissance pour propulser ce monstre de 3500 tonnes d'acier? Frédéric rejoint la salle des machines aux vastes dimensions. « 30 mètres de long, 12 mètres de haut, sur 500 mètres carrés. » C'est vraiment impressionnant quand on arrive ici, on voit tous ces moteurs. Vous avez combien de moteurs dans cette pièce? Nous avons 4 moteurs principaux. Chacun produit environ 2000 chevaux. Cela veut dire que nos moteurs produisent 8000 chevaux de puissance au total. Les brise-glaces doivent casser la glace, donc nous avons besoin de beaucoup plus de puissance qu'un bateau normal. Le Sampo possède donc 8000 chevaux, mais sur un cargo, la puissance est en général de 4000 chevaux, donc 2 fois moins. C'est vraiment très consommateur d'énergie. Sur les brise-glaces, un système de propulsion particulier prédomine, le diesel électrique. Les énormes moteurs diesel du Sampo produisent de l'électricité grâce à 4 générateurs. Cette énergie électrique alimente la propulsion des hélices. Ce type de propulsion permet des manœuvres très rapides. Et grâce à l'électricité, on peut rapidement faire des manœuvres avant et des manœuvres arrière. Car quand le bateau est coincé dans la glace, il doit être capable de rapidement faire marche arrière, puis de repartir en marche avant pour essayer à nouveau de briser la glace. Ouais, donc il faut des moteurs, il n'y a pas le choix évidemment. On ne peut pas imaginer des brise-glaces qui marchent juste avec des voiles. Vous ne pouvez pas casser de la glace avec des voiles. Vous avez besoin de puissance. Pour le moment, nous avançons à 6 nœuds. C'est plutôt une bonne vitesse de croisière. Comment est-ce que le brise-glace fait pour casser la glace que l'on a devant nous?
Le Sampo pèse 3 fois plus lourd qu'un cargo de la même taille, car nous avons besoin de beaucoup plus de poids pour casser la glace. Et comparé aux navires classiques, la forme de la coque est ronde comme un œuf. Nous n'avons pas de quille du tout. Cela permet aux brise-glaces de monter beaucoup plus facilement sur la glace pour la casser. Comme la coque est arrondie, les blocs de glace glissent sous le bateau et ensuite les hélices les propulsent au large. J'imagine qu'il y a des situations où on peut se retrouver complètement bloqué dans la glace. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est une situation très dangereuse. Si un cargo reste coincé dans la glace, le vent peut pousser la banquise, exerçant alors une forte pression sur la coque. Le vaisseau pourrait être écrasé, comme je pourrais broyer une canette de soda, par exemple. Donc cela pourrait causer une avarie sur le bateau et il y aurait de gros risques de naufrage. Le rôle le plus important des brise-glaces, c'est d'assister ces cargos. S'ils sont coincés dans la glace, les brise-glaces vont fendre un chemin dans la banquise et créer une ligne de remorquage rapide pour commencer à remorquer le navire dans des zones de navigation plus sûres. Ah, c'est pour ça qu'on a vu cette forme particulière à l'arrière du bateau, c'est pour accrocher un deuxième bateau qui est en péril. Oui, car parfois, il y a tellement de glace qu'il n'y a pas d'autre solution que le remorquage. Quelle est l'épaisseur maximum qu'un brise-glace peut casser? Le Sampo a été conçu pour casser jusqu'à 1,20 m de glace. C'est la situation la plus extrême qu'on peut trouver dans la mer Baltique. Mais il existe une classe de navires appelée classe polaire qui peut casser jusqu'à plusieurs mètres de glace, donc vraiment plus. Là, on a l'impression qu'elle n'est pas si épaisse, elle se casse vraiment facilement. Elle est vraiment dure cette glace qu'on est en train de traverser? Ça semble facile, mais ce n'est vraiment pas évident de la casser. Mais vous allez pouvoir le constater par vous-même car je vais arrêter le bateau. C'est vrai? Allez-y. Je vais essayer. Je vous en prie. Depuis plus d'un siècle, la science a contribué à accéder aux zones extrêmes. Mais l'activité humaine a aussi provoqué le réchauffement climatique. Une source d'inquiétude pour la communauté scientifique qui mesure la fonte des glaces un peu plus chaque année. Les mythiques passages du nord-ouest et du nord-est, sur lesquels tant d'explorateurs brisèrent leurs navires, ouvrent peu à peu leurs portes. Des corridors reliant Atlantique et Pacifique Nord, dans lesquels s'engouffrent les nations en quête de nouvelles voies maritimes. Pour leur tracer la route, les brise-glaces n'ont jamais été si performants. Près d'Helsinki, le scientifique Frédéric Restagno se rend dans un centre de recherche finlandais où sont dessinés 60% des brise-glaces de la flotte mondiale. Des maquettes testées dans l'un des plus grands bassins des carènes gelées au monde. Qu'est-ce que vous étudiez ici dans ce bassin? On teste la façon dont le bateau brise la glace et comment la glace se comporte. Et grâce à ces grandes fenêtres, on peut aussi observer les mouvements des morceaux de glace sous le bateau. Vous pouvez me montrer comment vous réalisez un test grandeur nature sur ce bassin gelé? Oui, bien sûr, suivez-moi. Bonjour, hi. La maquette fait 5 mètres, ce qui en réalité correspondrait à un navire de 100 mètres de long. Et l'épaisseur de la glace est de 14 mm, ce qui ferait 1 mètre à taille réelle. On mesure les forces qui s'exercent sur les hélices.
Là, c'est vraiment comme piloter un avion. Hein. Le bateau, il est en train de naviguer dans la mauvaise direction quand il est en train de casser la glace. En fait, c'est un brise-glace réversible. Lorsque la mer n'est pas gelée ou que la couche de glace est mince, il avance normalement. Mais si la couche de glace est épaisse, il va en marche arrière. C'est très difficile de mettre au point un bateau qui soit aussi performant dans l'eau qu'en brise-glace. Là, l'avantage, c'est qu'on a presque 2 bateaux aussi efficaces l'un que l'autre, mais rassemblés en un seul. Un concept rendu possible par une nouvelle génération d'hélices. Pour améliorer la propulsion des bateaux à travers les glaces, les ingénieurs ont travaillé sur leur maniabilité. Là, ce sont les 2 manettes de direction et on lit l'angle sur ces écrans. Et c'est plutôt rapide. C'est parti. Waouh! Ça tourne super vite là. Oui, c'est un des avantages des propulseurs azimutaux. Ils rendent les navires très maniables. Vous avez tourné les propulseurs de 40 degrés et jusqu'à quel angle vous pouvez les tourner? Il n'y a pas de limite. Ils peuvent tourner à 360 degrés, sans fin, autour de leur axe. Une rotation qui permet au brise-glace de faire marche arrière en l'espace de quelques secondes. Traditionnellement, les bateaux sont propulsés par une hélice qui, en repoussant l'eau à l'arrière du navire, a pour effet de le faire avancer. La puissance impulsée par le moteur est entraînée dans l'arbre, puis dans l'hélice. Mais pour diriger le bateau, il faut aussi un gouvernail. Dans la seconde moitié du XXe siècle, le propulseur azimutal est mis au point. Ainsi, l'hélice peut pivoter sur 360 degrés. Orientable, ce système remplace à lui seul le couple hélice-gouvernail et permet des manœuvres rapides et précises. Dans les années 90, le POD, dernière génération de propulseurs azimutal, voit le jour. Une innovation finlandaise qui a d'abord équipé d'imposants brise-glaces. Frédéric Restagno se rend dans le département maritime du constructeur qui a inventé ce système unique. Ah oui, c'est grand ici, hein. C'est vraiment, c'est même gigantesque. Oui, c'est plutôt impressionnant. Nous fabriquons des pods pour les plus grands paquebots, les plus gros brise-glaces et les énormes supertankers. Ce pod a une puissance de 20 MW et pèse environ 170 tonnes. Mais le plus gros que nous ayons construit faisait 22 MW et pesait 300 tonnes. Ah oui, 22 MW, c'est vraiment quelque chose d'énorme. C'est quelque chose comme 2 TGV, je crois. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, là? Ils préparent l'installation de l'arbre de l'hélice. La plus grande révolution et la vraie différence avec un propulseur mécanique, c'est que nous mettons un moteur électrique dans la nacelle qui est fixé à l'extérieur de la coque. Quel est l'intérêt de placer un moteur électrique à l'intérieur d'une nacelle? Avec les systèmes traditionnels, il y a toujours des problèmes de turbulence de l'eau sur l'hélice. Le pod est un système où l'hélice est directement en face de l'eau, ce qui la rend beaucoup plus efficace. En termes de consommation d'énergie, quel est le gain? Ça dépend de la taille du bateau, mais pour un paquebot type, on gagne environ 5%.
Il y a aussi d'autres avantages sur l'aménagement général du navire. Le moteur étant désormais placé à l'extérieur de la coque, cela dégage de l'espace pour l'agencement intérieur. Sur les bateaux de croisière, par exemple, c'est de la place gagnée pour les cabines. Et sur un cargo, pour le chargement. En fait, vous augmentez votre charge utile. Le gain de place et les économies d'énergie sont devenus un enjeu majeur pour un secteur qui assure 90% du commerce mondial. Près de 90 000 navires sillonnent les mers du globe, transportant chaque année plus de 10 milliards de tonnes de fret. Et la course au gigantisme atteint son paroxysme, avec des porte-containers et des paquebots mesurant plusieurs centaines de mètres. Quels défis les ingénieurs ont-ils dû relever pour construire ces véritables monstres des mers? Frédéric Restagno gagne les chantiers navals de Saint-Nazaire pour découvrir les secrets de fabrication d'un des plus grands paquebots du monde. Bonjour. Bonjour. Il est vraiment impressionnant quand on est là. C'est plus grand que la Tour Eiffel, ça. C'est plus grand que la Tour Eiffel. C'est un navire qui fait 315 mètres de long, 43 mètres de large, et dont le tirant d'air, la distance entre l'eau et la cheminée, représente 65 mètres. 65 mètres, ça fait combien d'étages? Ça fait une vingtaine d'étages. Il peut emporter plus de 7000 personnes à son bord. Ça fait partie de la catégorie des très grands paquebots. C'est une vraie ville, alors? C'est une vraie ville flottante, oui. Plus de 2500 ouvriers travaillent chaque jour sur cette ville flottante, d'une surface totale de 180 000 mètres carrés. Il y a vraiment encore beaucoup de travail, on dirait. On a toujours un petit peu cette impression-là, mais en fait, le bateau sera intégralement terminé dans 5 mois maintenant. Alors ici, vous êtes au cœur du navire, vous êtes dans la promenade principale, là où les passagers pourront déambuler pendant la croisière. Elle a l'air très très longue. Elle fait entre 90 et 100 mètres de long. Quand on voit une salle comme ça, qui est une espèce d'énorme creux à l'intérieur du bateau, c'est un peu contraire à l'idée qu'on a d'un bateau rigide. Alors, est-ce qu'il faut faire des choses particulières dans ces zones-là? Alors, c'est des zones qui sont évidemment particulières parce que on manque de matière, on va dire, pour assembler la rigidité. Donc on réalise beaucoup de calculs et on a beaucoup d'astuces pour venir cacher tous les éléments de structure qui sont pourtant bien là. Certains poteaux, certaines colonnes qu'on voit, et puis aussi au travers de certaines cloisons qui sont repoussées à l'extérieur de cette zone de vide. C'est très différent des bateaux en bois tels qu'on pouvait le construire au Moyen-Âge ou jusqu'au 19e siècle. Et qu'est-ce qui assure la rigidité du bateau? Donc, on fait des bateaux qui sont en acier, donc c'est ce matériau qui assure la rigidité du navire. Et on utilise les ponts qui viennent rigidifier le tout. Et la déformation maximum du bateau? Alors, il est dans une grosse vague? Dans une grosse vague, ce que nous on regarde, c'est des déformés qui peuvent atteindre 30 cm aux extrémités. Et ça se déforme quand même vraiment, 30 cm. En fait, c'est des navires qui sont assez souples, oui. Oui, parce qu'il vaut mieux un peu de souplesse si elle est maîtrisée plutôt que quelque chose qui serait trop rigide et qui serait cassant. Exactement. Et puis cette souplesse est totalement invisible aux passagers parce qu'on parle de distances qui sont immenses. En fait, 300 mètres, c'est très long. On ne se rend pas compte des 30 cm. Mais le défi structurel le plus complexe des architectes est de loger un maximum de cabines sur les bateaux de croisière. Des chambres avec baies vitrées et grands balcons vus sur mer qui affaiblissent considérablement la rigidité du navire. Pour répondre aux exigences des croisiéristes, tout en renforçant la structure du bateau, les ingénieurs ont placé des traverses à chaque pont. Entre chacun de ces renforts en acier sont glissées les 2246 chambres du paquebot. Nos cabines arrivent préfabriquées, terminées à bord du navire.
La contrainte la plus importante, c'est sa largeur. C'est la dimension qu'on discute immédiatement avec le client. Aussi étrange que ça puisse paraître, cette largeur va fixer la distance entre chacun des raidisseurs transversaux du navire. Les ingénieurs s'adaptent en permanence aux contraintes des armateurs, y compris pour assurer des délais de livraison records. Sur ce paquebot, environ 1 année a été nécessaire pour construire et assembler les 80 blocs d'un poids de 70 000 tonnes. Ce qui est frappant quand on est dans un bateau comme ça, c'est que l'essentiel des zones habitables est très en hauteur par rapport au niveau de la mer. Comment vous faites pour concilier des bateaux qui sont très très hauts et les problèmes de stabilité intrinsèque? La majorité des poids les plus lourds du bateau sont mis sous la flottaison. Les moteurs sont sous la flottaison. Les équipements qui produisent le froid à l'intérieur de navire sont sous la flottaison. Les plus grosses épaisseurs d'acier employées sont mis dans le fond du bateau. Et les ponts sur lesquels il y a les cabines passagers, l'aquapark, les piscines, c'est des ponts qui sont très peu épais. Et c'est cet assemblage de répartition de masse qui permet de positionner le centre de gravité bien plus bas que ce que l'œil pourrait rendre quand on regarde de l'extérieur. Oui, quand on regarde un bateau, l'œil se dit que c'est à la moitié. Donc l'œil nous ment encore une fois. Exactement, exactement. Les architectes navals sont aujourd'hui capables de concevoir des navires aux dimensions dépassant l'entendement. On a quelque chose de gigantesque. Et ça, c'est une question que je me pose, c'est est-ce que là, on a atteint la taille maximum des bateaux ou est-ce qu'on peut faire des bateaux encore plus grands? Alors, les limites aujourd'hui des bateaux qu'on construit, elles sont soit liées au port capable de les accueillir, soit liées aux infrastructures des chantiers capables de les construire. Des limites techniques, il y en a eu dans le passé et on a toujours réussi à les repousser. Donc les éventuelles limites techniques qu'il pourrait y avoir aujourd'hui, on saura les dépasser certainement. En l'espace de quelques millénaires, l'homme est passé de fragiles embarcations à de véritables villes flottantes, maîtrisant dans le même temps toute la surface des eaux du globe. Mais un univers immense reste encore à découvrir. Le monde sous-marin, nouveau territoire d'exploration, de conquête et de rêve. Pendant des siècles, les profondeurs ont inspiré les écrivains. Le plus visionnaire d'entre eux, Jules Verne, met en scène les aventures du capitaine Nemo dans 20 milieux sous les mers. Dans ce roman d'aventure, ces héros explorent le fond des océans en scaphandre. Une technologie qui, au XIXe siècle, en est à ses balbutiements. Le pied lourd, il était fait pour travailler, il n'était pas fait pour aller découvrir la vie marine, les animaux marins, il était fait pour aller rechercher les trésors qu'il y avait dans les épaves et récupérer tout ce qu'il pouvait y avoir d'une cargaison perdue. C'était pas de l'exploration. Avant le scaphandre autonome de Cousteau-Gagnan, la mer, c'était un miroir de 360 millions de kilomètres carrés. Et je crois que, commandant, justement, la recherche marine vous doit beaucoup. Nous entreprenons des recherches qui ont pour but non seulement l'autonomie qui consiste à ne pas être relié à la surface par un tuyau, mais encore et surtout l'affranchissement de la pesanteur. Au lieu de ramper sur le fond, les scaphandriers modernes se déplacent librement dans l'eau, horizontalement, comme des poissons. C'est donc depuis très peu de temps que l'on va véritablement explorer pour connaître, donc rencontrer la vie marine. Christophe Colomb a apporté au monde occidental l'Amérique, où il y avait déjà des Indiens, ceci dit en passant. Tout petit l'Amérique. Cousteau, il nous a ouvert les 3/4 de notre planète. Les 360 millions de kilomètres carrés de surface sont devenus un volume riche de milliers d'espèces extraordinaires. Voilà ce que nous a légué Cousteau. En plongée, on exprime souvent la pression en bar. À la surface, la pression atmosphérique vaut environ 1 bar, ce qui correspond environ à 1 kg appuyant sur une surface de 1 cm².
Lorsque le plongeur descend en profondeur, la pression augmente d'environ 1 bar tous les 10 mètres. Les poumons se compriment alors. Pour ne pas qu'ils soient écrasés, il faut que l'air respiré s'oppose à cette compression. En 1943, le commandant Cousteau et Émile Gagnan mettent au point le détendeur. Ce système détend le gaz fortement comprimé dans la bouteille pour le délivrer au plongeur à la même pression que l'eau qui l'entoure. Mais c'est à l'aide de sous-marins que les hommes vont pouvoir descendre plus profondément encore. En 1960, Jacques Piccard et Don Walsh accomplissent l'exploit de plonger dans les abysses de la fosse des Mariannes, à près de 11 000 mètres. 1100 bars de pression, 1100 atmosphères. C'est juste colossal. Ils ne savaient pas s'ils allaient revenir. C'était plus dur qu'aller sur la Lune. C'est toujours plus dur qu'aller sur la Lune. Au-delà de l'exploit, cette plongée historique démontre l'existence de vie dans les abysses. Dès lors, s'ouvre l'ère de l'exploration scientifique des grands fonds. Les centres de recherche du monde entier, tels l'IFREMER, développent des outils pour mener à bien cette mission. À bord des navires océanographiques, les chercheurs mettent à l'eau sous-marins puis robots. À Marseille, Frédéric Restagno va participer à la mission d'un ROV, véhicule sous-marin téléguidé. Bonjour. Bertrand, Fresky, bienvenue à bord. Merci. On va appareiller. Je vous suis. Depuis les années 60, la COMEX multiplie les innovations en matière d'exploration sous-marine. Alors c'est ça. C'est tout ça le ROV. Et par rapport aux sous-marins, c'est quoi l'intérêt d'avoir ce petit robot? Alors le gros avantage, on va pouvoir aller très profond. Là on a un engin qui est capable de descendre jusqu'à 2800 mètres pour finalement un encombrement vraiment réduit. C'est-à-dire qu'on peut accéder dans des endroits vraiment difficiles d'accès, à l'intérieur d'une épave, on peut aller dans un canyon, dans des endroits qui sont fragiles aussi. C'est-à-dire qu'on peut vraiment s'approcher très près des structures. On n'a pas de risque non plus lié à l'embarquement de personnel dans l'engin et dans les années. Ce qui est un vrai problème, oui. C'est quand même non négligeable. Donc ces engins ils peuvent être équipés de plusieurs modules. On peut avoir des bras télécommandés qui permettent de prélever des objets par exemple sur une épave ou des échantillons sur le fond. Nous pour le coup, à la place de mettre ces bras, on a mis un nouveau capteur qui permet de modéliser les environnements sous-marins en 3 dimensions. Cet outil novateur, Horus 3D, utilise une très haute définition de la photogrammétrie sous-marine pour permettre aux chercheurs d'étudier avec précision les profondeurs. Épaves, vestiges archéologiques, ce système permet aussi de cartographier des grottes sous-marines inaccessibles. Tu peux y aller. Ok, mise à l'eau. « 184 mètres, on peut descendre encore un petit peu. » Ok, reçu. L'équipe plonge le ROV dans le canyon de Cassidaigne, dans le parc national des Calanques, un espace naturel protégé. But de la mission, étudier l'évolution du massif corallien. L'engin est arrivé au fond. On est à quelle profondeur là? Là, on est à un peu plus de 200 mètres, 205 mètres. C'est déjà profond. C'est 20 bars? C'est 20 bars, ouais. Voilà. Au-delà, on va dire, de la plongée conventionnelle. Et là, c'est des images en direct? Ce sont les images en direct. Ah, il y a une belle chose là, une belle... Il y a un oursin. Donc, il y a des espèces qu'on retrouve plus haut. Il y a des espèces qui sont vraiment particulières de ces profondeurs-là, comme les coraux blancs. Là, on voit le robot en train de prendre des photos et on voit les flashs là. On a les flashs qui correspondent à la même récurrence que les prises de vue du système Horus 3D. Donc à quelle fréquence? On est à 10 flashs à la seconde. Là.
D'accord, et à partir de ces 3 caméras-là, on fait les images 3D. Voilà. C'est le résultat de ce qu'on a vu tout à l'heure? Voilà, donc ça c'est le massif de coraux blancs qu'on avait tout à l'heure devant nous et qui a été modélisé en 3 dimensions. On connaît très mal ces écosystèmes qui forment ces véritables récifs. Là, on a la possibilité d'orienter les objets qu'on étudie. Ça nous permet, comme vous pouvez le voir, de voyager à l'intérieur des 3 dimensions de ce complexe vivant, puisque tout ça est construit par du vivant. Vous voyez le détail qu'on a quand on zoome, on voit chaque individu de chaque colonie qui fait quelques millimètres de diamètre. Et donc le fait de pouvoir avoir ces archives comme ça en 3 dimensions peut permettre, dans le futur, de revenir sur ces points qu'on a très bien identifiés, de savoir si ça a grandi, si c'est mort, si d'autres espèces sont venues s'installer. Petit à petit, on va en savoir beaucoup plus sur cette distribution de la biodiversité, et notamment en milieu profond. Impressionnant. Les océans profonds, au-delà de 200 mètres, représentent environ 66% de la surface de la planète. Longtemps restés inaccessibles, ils sont maintenant à portée d'homme. Et c'est en 1977 qu'ils dévoilent leur plus grand mystère. Sur la dorsale océanique des Galapagos, à la frontière de 2 plaques tectoniques, des géologues américains rejoints par des scientifiques français de l'Ifremer découvrent pour la première fois des sources hydrothermales. Sources d'eau chaude provenues des entrailles de la Terre. Dans cet environnement hostile, sur ces volcans sous-marins, les chercheurs ébahis découvrent une profusion de vie. À Brest, à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, une nouvelle technologie permet d'étudier ces écosystèmes particuliers. Les observatoires sous-marins. Grâce à un réseau câblé de 800 km, reposant par 2000 mètres de fond, auquel sont reliées des caméras, les chercheurs peuvent se connecter en direct à une source hydrothermale située au large du Canada. Donc on va se brancher, et voilà, nous y sommes. Donc ça a l'air un peu bizarre. Là, on se retrouve sur une communauté de vers cyboglinidés. Là, on voit bien leurs branchies qui sont sortis avec leurs petits capuchons. Ils ont quelle taille? Ils font à peu près 70 cm et dans certains endroits du monde, ils peuvent faire jusqu'à 2 mètres de haut. D'accord. Et là, donc, on a des conditions qui sont assez hostiles pour la vie. Ah oui, parce que là, on est dans des fluides qui font à peu près 400 degrés Celsius à leur sortie pour les plus chauds. On est dans un pH acide. On a des métaux lourds à foison, du cadmium, arsenic, plomb. Là, on est à 2200 mètres de profondeur. Il y a une pression de 200 quelques atmosphères, donc l'équivalent d'une vache sur un ongle comme pression. Et puis, on a surtout aussi de la radioactivité naturelle. Donc, a priori, on se dirait la vie est difficilement possible. Mais, étonnamment, on retrouve des oasis de vie extrêmement luxuriants. Le fait qu'on ait cette vie-là, à ces températures, sans lumière, c'est vraiment une vraie révolution pour la biologie, non ? Ça a été la révolution de 1977, c'était ça. C'était que, en fait, la vie était possible sans la lumière du soleil. Donc ça, c'est possible grâce à la chimiosynthèse. Là, on parle de micro-organismes qui sont capables d'utiliser l'énergie chimique de ces fluides. Et cette énergie chimique permet à des bactéries d'être à la base d'une chaîne alimentaire qui est complètement indépendante de la lumière du soleil. Là, on est sur quel genre de température, là ? Là, on est sur des températures pas très fortes. On est en dessous de 20 degrés Celsius au niveau de la faune. Après, les grands fumeurs noirs, eux, vont faire plusieurs centaines de degrés Celsius. On peut en voir, là, des fumeurs noirs ? On peut. Oh. Voilà.
Là, c'est vraiment la bouche de l'enfer. Donc là, on a des fluides, vous voyez, c'est bouillonnant, ça sort très très rapidement, à plusieurs centimètres par seconde. Donc ces fluides très chauds, c'est vraiment jusqu'à 400 degrés Celsius pour les plus chauds dans le monde. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les fluides très chauds arrivent en contact avec l'eau de mer qui est très froide. Donc ça entraîne la précipitation de tous les éléments chimiques qui sont contenus dans les fluides. Et c'est cette précipitation qui, petit à petit, va former des grands monts de sulfure sur lesquels vont vivre les différents animaux. C'est un peu comme habiter à côté de Pompéi, quoi. Moi, je trouve ça vraiment dingue qu'on soit capable, là, encore aujourd'hui, de faire des découvertes aussi majeures, quoi. On a des changements complets de vision du monde. On a tout près de nous un monde complètement inconnu. Vous êtes les nouveaux explorateurs. Les nouveaux explorateurs, mais de notre propre planète. C'est ça qui est étonnant. On connaît à peine 5 à 10%. C'est énorme ce qu'il nous reste à explorer. Aura-t-on un jour une connaissance parfaite de ce monde mystérieux qui a pendant des siècles attiré et passionné explorateurs et scientifiques? Nous ne connaissons rien de l'univers marin. Il y a des choses innombrables à découvrir, à décrire et à comprendre. Nous plongeons dans un infini, mais vertigineux. Vertigineux. Nous venons juste de tourner la première page et de découvrir qu'il y a l'encyclopédie cachée sous cette page-là. On doit aller voir ce qui se passe sous la mer. La technologie nous apporte, le génie humain nous a apporté cette possibilité d'aller explorer ce nouveau champ qui s'ouvre à l'humanité pour le futur de l'humanité. Pour explorer les océans, l'académicien et architecte Jacques Rougerie a un projet futuriste, Sea Orbiter. Dans ce laboratoire océanographique flottant, des chercheurs pourraient étudier la faune et la flore de toutes les mers du globe. La philosophie de Sea Orbiter, c'est amener un équipage d'hommes et de femmes à vivre le plus longtemps possible sous la mer, sur des très très longues durées. Ça peut être 3 mois, 6 mois, 1 an, sans remonter à la surface, à vivre en communication, en osmose avec ce milieu. Ça veut dire avoir un regard permanent, 24 heures sur 24, de voir qu'est-ce qui se passe dans ce monde. Donc Sea Orbiter offre cette possibilité. C'est un peu le Nautilus du 21e siècle. La pharmacologie de demain viendra en grande partie de la mer. La nourriture du futur viendra en grande partie de la mer. Il faut quand même se rendre compte de ce que représente cet univers. C'est le dernier territoire qui nous reste pour l'évolution de l'humanité. Nous avons détruit beaucoup d'endroits. Et j'espère que nous aurons la sagesse de comprendre ça avant que nous ayons éliminé trop d'espèces et avant que nous ayons fait trop de dégâts. Mais je crois que Homo sapiens, c'est quand même un homme sage. Et j'espère qu'un jour, notre réflexion sera à la hauteur des immenses progrès techniques que nous avons faits. Cette technique nous permet d'agresser. Nous n'avons pas compris qu'elle devait faire autre chose, qu'elle pouvait faire autre chose. Et le jour où on aura compris ça, alors là, je pense que nous serons Homo sapiens.